La seule limite des êtres humains, c'est ce que j'ai l'habitude de dire dans mes conférences, c'est l'état d'esprit. La pression, on doit l'absorber et on doit la redistribuer comme confiance. On doit la transformer. En fait. Transformer et surtout protéger ces opérateurs. Bienvenue à Rueil, nous sommes à Rueil aujourd'hui et j'ai invité un ami pour qu'il nous fasse partager ses passions et ses expériences, c'est Jean-Michel Fauvergue. Merci Jean-Michel d'être venu jusqu'ici. Merci à toi, bonjour à tout le monde. Il a passé plus de 35 ans dans la police nationale à tous les niveaux. Il a fini par diriger des grandes parties de cette maison et il a terminé sa carrière, cette carrière-ci en tout cas, 4 ans, un peu plus de 4 ans au RAID. Il a dirigé le RAID, il n'était pas seulement membre du RAID, il a dirigé le RAID. Il va nous en expliquer un petit peu les grands moments et il a connu malheureusement des très très grands moments. Et puis il a terminé, c'est assez original comme parcours, il a terminé comme législateur. Ouais. Il a été député de la nation, donc il a été côté action et côté législateur, donc ça c'est assez original. Et puis écoutez, maintenant il est conférencier, il est consultant et il est assez sympathique sur ses temps libres. Voilà. Donc merci en tout cas d'avoir accepté mon invitation. Merci à toi Denis. Ça me fait très très plaisir de t'entendre parce que tu as plein de casquettes, tu as une somme d'expérience colossale et tu la partages avec les chefs d'entreprise sur plusieurs choses, mais notamment sur le management d'équipe, sur le courage, sur la fonction de courage. Et moi, ce qui me passionne, c'est, outre le fait que tu saches transmettre, comme nous disait Victor Hugo, l'expérience est une chandelle qui n'éclaire que celui qui la porte. Mais en la portant proche des autres, on arrive à transmettre quand même. C'est le but. Voilà, mais c'est surtout en fait cette capacité. En fait, ta vie était construite sur ta capacité à gérer les moments exceptionnels. Non pas le quotidien, mais l'exceptionnel. Et le parallèle avec le chef d'entreprise, c'est qu'en fait, dans l'entreprise, on a beaucoup d'exceptionnels malgré tout. Et tu es là, en fait, pour former les chefs d'entreprise, leurs équipes, justement pour cette partie exceptionnelle. Oui, alors tout ça est tout à fait exact, mais l'exceptionnel, je ne peux moi que parler d'exceptionnel, puisque j'ai eu une carrière, non pas exceptionnelle, mais j'ai une carrière dans l'exceptionnel. Oui. J'ai été pendant 40 ans, comme tu l'as dit, policier, dont 35 ans commissaire de police. Le commissaire de police, c'est le manager des équipes sur le terrain. Il est à la fois sur le terrain, et il doit aussi diriger ses entreprises. C'est un lapsus révélateur. Il doit aussi diriger ses équipes par temps calme et préparer l'avenir. Et effectivement, donc j'ai eu cette carrière-là dans la police nationale que j'ai terminée pendant 4 ans au RAID, de 2013 à 2017. Donc c'est la période, une des périodes les plus noires pour l'antiterrorisme français. J'étais donc à la tête du RAID sur l'hypercachère. C'est moi qui commandais le dispositif de l'hypercachère de la porte de Vincennes en janvier 2015. Ensuite au Bataclan. Ensuite, quelques jours après, à Saint-Denis. Et puis d'autres interventions sur Magnanville, sur Saint-Étienne-du-Rouvray, le prêtre égorgé, etc. Nice, où j'ai dirigé les équipes, mais à distance, puisqu'on a une antenne RAID qui est à Nice, et puis plein d'interventions sur des forcenés, des preneurs d'otages. Tu étais très sollicité en fait. Oui, oui, tout à fait. Donc c'est une époque qui a été dure, mais qui a été pleine de sursauts en termes de management. Ajouter à ça tous les commandements que j'ai eus auparavant, et puis 5 ans comme député dans l'hémicycle pour la majorité de l'époque. Ça aussi, c'est une expérience importante. Oui. Et moi, ce qui me plaît, c'est effectivement transmettre. Et là, on s'aperçoit assez rapidement, avec les échanges que j'ai eus avec des copains qui étaient chefs d'entreprise, etc., que dans le domaine de l'entreprise, il y a une demande dans ce domaine-là. Une demande à la fois sur comment organiser son management pour faire face à une crise à venir, et y compris d'ailleurs comment organiser son management pour pouvoir diriger son entreprise dans le tout venant et tous les jours. Et comment aussi construire autour de soi des équipes qui sont habiles et qui puissent aussi, elles aussi, le moment de la crise venue, sur lequel on peut s'appuyer le moment de cette crise venue. Donc ça, c'est quelque chose qui me semblait important de transmettre. Et puis, dans un autre domaine, mais qui n'est pas complètement
hors de mon expérience. Évidemment, tout le domaine de la sécurité, que ce soit la sécurité en termes de sécurité dans une entreprise physique, la cybersécurité ou la sécurité grand public. Je fais aussi des conférences grand public sur la sécurité. Tout ça tient d'une même intention, c'est l'intention de transmettre, de voir comment on peut faire, de transmettre et aussi d'apprendre des entreprises pour pouvoir faire en sorte que la conférence sur l'entreprise, sur le management, sur l'esprit d'équipe, sur la décision, sur le courage décisionnel, etc., que ça puisse évoluer avec l'expérience que m'apportent aussi ces chefs d'entreprise. Moi, j'ai l'habitude de dire qu'un chef d'entreprise, c'est un chef d'orchestre en fait, et qui doit gérer en fait toutes ses ressources. Et tout le monde n'est pas automatiquement à 100% de ses capacités à un instant T. Et la problématique d'une crise, et on le voit avec la géopolitique où en fait la fréquence augmente, c'est un peu comme les phénomènes climatiques, la fréquence augmente beaucoup, c'est de plus en plus pointu. Et en réalité, ce chef d'entreprise, ce chef d'orchestre, il doit mobiliser ses troupes pour qu'elles soient le moins, et toi avec le RAID, mais pas seulement, parce que tu as aussi une très longue vie avant, mais tu as dû l'expérimenter sur le terrain, être le moins possible dans le côté aigu de la crise, le moins possible dans l'émotionnel, pour être le plus dans le rationnel possible, pour pouvoir être efficace en réalité. Ben, la réalité des choses, c'est que quand on est chef, quand on est patron, quand on est au RAID, on appelle ça, au RAID comme en police nationale, les chefs, on appelle ça des patrons. Quand on commence à dire monsieur le commissaire de police, c'est qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Il vaut mieux que les gars t'appellent patron plutôt que monsieur le commissaire de police. Quand on est patron d'une entreprise, quand on est chef d'entreprise, effectivement, on est là pour gérer des attitudes, des circonstances exceptionnelles. Oui. On est là pour gérer des circonstances exceptionnelles, mais on est là aussi pour gérer le quotidien et pour faire en sorte que les choses fonctionnent dans le quotidien. Parce que si demain surgit une crise, on a besoin que les choses soient huilées et fonctionnent de cette manière-là. Ouais. Donc tout ça, c'est quelque chose qui doit devenir naturel, mais qui se prépare en réalité. Et en fait, le chef, le patron, que ce soit d'une entreprise, que ce soit d'une unité d'élite, que ce soit de n'importe quelle unité administrative, doit s'accaparer, récupérer la pression et ne pas la redistribuer. Alors on a coutume, je vais plaisanter un peu, on a coutume un peu, je vais plaisanter, je ne sais pas si tu me couperas au montage là-dessus, mais de dire qu'au RAID, la pression on la boit et on la distribue pas aux autres. Mais bon, en réalité, propre ou figuré propre. Mais en réalité, l'image est là, c'est la pression, on doit l'absorber et on doit la redistribuer comme confiance. On doit la transformer, en fait. Transformer et surtout protéger ses opérateurs, ses collaborateurs, nous on appelle ça des opérateurs, de toute cette pression-là. Et c'est à ça que sert un chef, entre autres, mais pas que. Et la confiance est essentielle. La confiance est essentielle et la confiance, elle existe du bas vers le haut et du haut vers le bas. Et la confiance, il y a grosso modo, il y a plusieurs types de confiance, mais moi j'en retiens deux qui sont importantes et en particulier importantes pour les managers. C'est la confiance que l'on distribue et la confiance que l'on reçoit. La confiance que l'on reçoit, pour avoir la confiance de nos effectifs, eh bien, il faut être exemplaire, il faut leur expliquer où on va, leur expliquer… Il faut que le but soit clair. Comment nos marchés évoluent, nous c'est des menaces, comment nos menaces ont évolué. Et elles évoluent. Et quel est le sens de notre mission? Le sens de notre mission, en fait, c'est de sauver les otages. Avant tout, sauver les otages, y compris au péril de la vie des fonctionnaires que vous avez avec vous. Donc c'est sauver les otages. Et le plus d'otages possible. Donc c'est ça le sens de la mission. Donc expliquer le sens de la mission. Sur l'entreprise, évidemment, c'est beaucoup moins… Oui, mais s'il n'y a pas de sens. Les gens vont pas tous vers le même objectif. Oui, sur l'entreprise, il faut du sens aussi. La mission, c'est pas sauver des otages, mais la mission, c'est arriver à… C'est pérenniser l'entreprise déjà, la développer, avoir des marchés, développer, faire en sorte de s'adapter à la réalité actuelle qui va très très vite. Exact. Il y a des crises se succèdent, tu viens de le dire, assez rapidement. Donc il faut qu'on arrive à travailler là-dessus. Et c'est ça qu'on met en… cette espèce de Lego qui s'emboîtent les uns dans les autres, que l'on met en exergue dans les conférences que je fais avec les chefs d'entreprise, qui sont des conférences d'ailleurs qui sont… préparé en amont. Le chef d'entreprise me demande, me dit la problématique qu'il a et on travaille ensemble sur… c'est un vrai travail. C'est un vrai travail de conférencier et c'est un travail super sympa. Ça me demande moi de
de la capacité intellectuelle que j'essaye d'entretenir, mais ça demande aussi le fait de partager des choses avec les chefs. Oui, puis d'organiser ton propos et de piocher dans ton énorme expérience, justement pour qu'elle soit métabolisée le mieux possible en fait. Tout à fait, avec des storytelling qui sont tirés de ma carrière et du RAID. Et au RAID et dans la police nationale en 40 ans, on est confronté à énormément de choses, énormément. Alors, que ce soit les crises sur le terrain, les agents extérieurs qui te mènent des crises, ou que ce soit des crises internes. Dans la police nationale, eh bien, les faits d'humains aussi. Donc il y a des problèmes à régler, des problèmes c'est pas un long fleuve tranquille, hein. D'incompatibilité. Comme une entreprise. Il y a aussi les rapports avec les syndicats. La police est syndiquée à plus de 80%. C'est un des corps les plus syndiqués. C'est un syndicat corporatiste, certes, mais il faut quand même avoir de l'échange, etc. Le commandement. Vous avez aussi des échanges avec votre hiérarchie. Il faut savoir dompter une hiérarchie qui est un peu hors de votre problématique à vous. Donc, et ils sont parfois loin du terrain. C'est ce que j'ai essayé de dire. C'est ce que j'ai essayé de dire en des termes plus diplomatiques. Oui, on a quelquefois une hiérarchie qui est pas sur nos bases à nous, et on a besoin à un certain moment de leur dire, ben voilà, que la prochaine fois quand il se passera ça, nous ce qu'on conseille c'est plutôt ça parce que on s'est entraîné pour ça, etc. C'est ce qu'on avait dit d'ailleurs avec le chef du GIGN de l'époque. C'est ce qu'on avait dit au ministre de l'Intérieur qui était Bernard Cazeneuve. C'est-à-dire la prochaine fois qu'on aura une affaire comme Mohamed Merah, on ne lui a pas dit si on a une affaire comme Mohamed Merah, mais la prochaine fois qu'on aura une affaire comme... Parce qu'on était persuadé d'avoir une affaire de ce type-là, avec un individu radicalisé, hyper dangereux, eh bien, nous, on s'orientera plutôt vers ça et vers ça. Et on aura besoin de votre autorisation pour l'assaut, etc. Ce en quoi Bernard Cazeneuve, qui était un très bon ministre de l'Intérieur avec lequel on avait beaucoup d'échanges, avait dit il n'y a pas de problème, vous avez ma confiance, continuez à vous entraîner et on fera comme ça parce que vous êtes les opérationnels et que moi je suis le politique. Moi, à moi revient la décision, à vous revient le fait de la mettre en musique. Là aussi, tu as besoin de la confiance de ton chef. Oui. S'il n'a pas confiance en ses équipes, si ça ne se parle pas, il y aurait un vrai problème. Alors, on a besoin de la confiance et de la loyauté. Oui. La loyauté, elle existe aussi dans les deux sens, du bas vers le haut et du haut vers le bas. Les gens qui travaillent avec nous, nos opérateurs, doivent être loyaux à leur chef et à la stratégie qu'on déploie. Mais nous, on doit faire preuve de la même loyauté vis-à-vis des gens qui travaillent avec vous pour, à la première anicroche, les premiers problèmes qu'on a, évidemment, être là pour les soutenir. Ça, c'est important. Eh bien, c'est aussi ce que font nos chefs au-dessus, en particulier le ministre de l'Intérieur de l'époque, qui nous avait donné sa confiance et que nous sommes efforcés de respecter, de ne pas trahir. Et je pense qu'on a eu quand même dans ce domaine-là du résultat. Est-ce que tu pourrais nous parler en quelques mots de la force du collectif, la force du collectif et la force de la répétition, de l'entraînement, et ensuite du retour d'expérience par rapport aux événements, donc l'amont et l'aval. Alors en fait, la force du collectif d'abord, c'est la force de l'équipe. Une équipe, c'est pas un agglomérat de personnes, même les plus douées. En fait, il y a une vraie âme. Si elles ne savent pas travailler ensemble, ça ne marchera pas. Exactement. D'ailleurs, on a fait 2 fois la Coupe du Monde en foot et à 2 reprises, les coachs de l'époque ont écarté le meilleur joueur du moment. La première fois, c'était Cantona, la deuxième fois, c'était Benzema. Je ne sais pas si vous en rappelez. Et pourtant, on a gagné ces Coupes du Monde de foot. Alors, on a besoin de donner une âme à cette équipe-là. Et ça, ce sont aussi les managers, que ce soit le top manager ou les managers intermédiaires, qui apportent cette âme-là, qui font que les choses, que l'émulsion puisse se faire. C'est plus qu'une addition en fait. Oui, c'est une émulsion qui va se faire. Et ça, c'est important. Et ensuite, on a cette force du collectif. Mais au RAID, et je reviens totalement sur ta question et en particulier sa deuxième partie, au RAID, on a travaillé aussi sur un management en 3 étapes. C'est les 3 étapes de la vie, c'est le avant, le pendant et l'après. Avant crise, pendant la crise, après crise. Avant la crise, on appelait ça au RAID
parce qu'on est quand même des poètes dans la police nationale, personne ne le sait, mais on est quand même des poètes, on a appelé ça le management de cœur. Pourquoi? Parce qu'on prépare l'événement qui va arriver après la crise, et on est sûr qu'il va y avoir des crises, puisque le RAID a été créé pour ça, a été créé pour gérer des crises. Donc on prépare cette crise-là en analysant l'évolution de la menace. Dans les entreprises, on appellerait ça une évolution du marché. Comment le marché évolue pour pouvoir être le plus compétitif possible. Nous, on analyse notre menace. Ensuite, on est transparent dans cette analyse de la menace et on la partage à nos opérateurs pour leur dire, voilà, la menace a changé, donc il va falloir, la prochaine fois, aller beaucoup plus vite, prendre encore moins de précautions, c'est-à-dire sortir de sa zone de confort. Et dans la zone de confort du RAID, elle n'est pas très grande. Sortir de sa zone de confort. Voilà. Et ça, on travaille en discussion et on essaye de faire... tout le temps. Par rapport aux événements. On apprend tout le temps et on partage. Et on partage avec nos opérateurs. Et oui. Et donc ça, cet échange absolu qui se fait là, prépare à la crise. Le deuxième temps, c'est pendant la crise. Alors pendant la crise, on a appelé ça le commandement de guerre. Là, il faut être hyper opérationnel, quoi. Et surtout, il y a un seul décideur. Oui. Le décideur, c'est le chef. Il faut savoir que dans les entreprises, pour la grosse stratégie, vous avez un seul décideur, c'est le chef de... Sinon, ça capote. Et sinon, ça capote. Et cette stratégie, elle doit être déclinée. Sur ce commandement de guerre, le meilleur exemple, c'est Clémenceau qui disait pendant la Première Guerre mondiale, pour prendre une décision en période de crise, il faut être un nombre impair. Et pas plus de deux. Ouais, c'est ça. Donc on est sur du commandement de guerre. Mais ce commandement de guerre, ça veut dire que le chef, c'est au chef à prendre la décision. Et ça, c'est important pour les entreprises aussi. Il faut qu'il sache prendre vite la décision aussi. Prendre vite, il est formé pour ça, il sait qu'il est entouré des meilleurs, mais il faut qu'il prenne une décision. Et la décision, elle vous fait mal au ventre parce qu'on ne connaît pas le résultat de la décision. Non. Mais la plus mauvaise des décisions, c'est de ne pas rien prendre du tout. Ça serait de ne pas prendre de décision. Mais comme souvent. Ah, tout à fait. Comme souvent. Et donc, ça, c'est le deuxième temps. Et le troisième. Alors, sur le deuxième temps, il y a aussi le dividende de la victoire ou de la défaite. C'est-à-dire que si ta décision que tu as prise, elle est favorable et tu as un résultat positif, eh bien, ce résultat positif, cette victoire, il faut la partager avec tout le monde. Oui. Si c'est une défaite, par contre, c'est en général rien que pour toi. Tu prends le choc. Voilà, exactement. Et il y en a forcément, tu as dû en vivre aussi. Tout à fait. Et le troisième temps, et bien sûr, bien évidemment. Alors la problématique, la différence avec les entreprises, c'est que un échec en entreprise, ou même sur des études, ou dans la vie de tous les jours, un échec, c'est un diplôme, on peut rebondir dessus, ça nous apprend des choses. Oui. Sur le RAID, c'est un peu différent. Un échec, ça coûte la vie à des gens, et donc il vaut mieux pas avoir d'échec. On ne peut pas se permettre ce genre d'échec-là. Et le troisième temps, c'est le retour sur expérience. Oui. Très très important, essentiel. Et en particulier pour les entreprises. Ce qu'on appelle nous le rétex, c'est-à-dire le débriefing. On voit ce qui n'a pas marché, on voit ce qui a marché aussi, on en tire les conséquences. Et ce rétex-là, et là aussi c'est les points d'amélioration doivent ressortir. Va améliorer ton management de cœur. Forcément. Et donc on est dans un cercle qui se nourrit de lui-même et qui est vertueux. Tout à fait. Et si on ne le fait pas, ce manque-là se paiera plus tard. Évidemment, si on arrive pas. Et ça serait dommage quand même, parce que c'est une expérience qui nous appartient. C'est nous qui sommes allés au combat. Et quand je dis combat, c'est pour le RAID, mais sur les entreprises, c'est pareil. Vous faites des expériences, etc. Elles vous appartiennent. Et si vous les faites, c'est véritablement pour ensuite t'améliorer sur le process. Métaboliser ce qui s'est passé pour en sortir le meilleur. Et la plus grosse des erreurs, ça serait de ne pas faire de rétex ou de débriefing. Ça, c'est la plus grosse des erreurs. Parce que tu perds une richesse qui s'évapore ou que certains autres qui vont t'observer vont tirer profit pour eux. Tu perds des légos de la confiance réciproque, tu perds des légos du sens. Parce que quand tu vas donner un ordre dans des situations extrêmement tendues, si l'ordre n'est pas partagé, tu vas te retrouver tout seul et ça va être une catastrophe à l'arrivée. Exactement. Donc effectivement, il faut vraiment que cette métabolisation se fasse vraiment, quoi. Et elle se fait dans les deux, et tu as tout à fait raison, elle se fait dans les deux temps que sont le management de cœur, le premier temps, et 3, le retour pour expérience. Là, les échanges se font, ils sont importants. Sur le commandement de guerre, beaucoup moins. Mais sur les deux autres époques, là, il faut arriver à travailler, à donner du sens, à échanger et aussi à prendre les critiques et à s'améliorer là-dessus. Mais bien sûr, il faut accepter aussi les critiques. Donc, je retiens plein de choses. Merci en tout cas, Jean-Michel. Ça fut un passionnant. Donc, je retiens que la fréquence des crises
va en augmentant Oui. dans le monde de l'entreprise, Ouais. d'ailleurs dans le monde de tous les jours aussi, parce que tout le monde est impacté par les crises. Et je retiens 2 choses en ce qui te concerne. Tu es un poète avec le management de cœur et je crois que tu es prêt pour Top Chef avec ton émulsion. Ben, je te remercie. Mais- Je te remercie. non, mais c'est un Juste, plaisir. juste Oui. une chose pour la crise. Oui. La crise, il y a plusieurs définitions. Mais moi, j'aime bien le mot chinois de Oui. crise, Weiqi. Weiqi, oui, exactement. Tu connais? Oui. Weiqi, c'est à la fois c'est un ensemble de mots comme font les Chinois. C'est 2 mots. Wei qui veut dire danger et Ji qui veut dire opportunité. Ouais. C'est une opportunité. Le danger et l'opportunité font que ça fait une crise Oui. et ça nous permet d'aller de l'avant. C'est très important parce que d'abord, c'est une opportunité de s'améliorer, c'est une opportunité de voir le monde différemment. Ouais. Ça, c'est très clair. Et c'est surtout, en fait, ce que nous, les Latins, on n'a pas l'habitude de ça dans notre éducation. C'est-à-dire qu'il y a toujours 2 faces. Mm. Et qu'en réalité, notamment dans le monde asiatique et notamment chinois, chaque crise est quelque part très intéressante et elles sont même presque attendues. Je ne parle pas des crises du RAID que le RAID a géré. Hein. C'est qu'en réalité, ça va libérer des espaces. Puisqu'il y en a qui vont se retirer, il y en a qui vont s'amoindrir. Donc ça va libérer des espaces. Donc c'est une opportunité. Donc en réalité, la seule limite des êtres humains, c'est ce que j'ai l'habitude de dire dans mes conférences, c'est l'état d'esprit. Bien sûr. C'est la manière de voir les choses. Et puis il ne faut pas avoir peur du paroxysme, puisque quand on n'arrive pas à gérer les crises autrement, la gestion paroxystique de la crise permet aussi, effectivement, à un certain moment, malheureusement dans la souffrance, de libérer des espaces aussi. Exactement. Voilà. Merci 1000 fois, Merci. cher Jean-Michel. Ça a été passionnant et on refera ça dans l'avenir. Avec Merci grand en tout plaisir. cas. Merci. Merci.